Notre première invitée exceptionnelle ce soir est une citoyenne audacieuse qui n'a pas hésité à s'engager pour défendre ses convictions. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir sur la scène des Feux de la Rampe pour la soirée Awake, Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte. Bonsoir Stéphanie, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, petit retour sur votre parcours, chère Stéphanie. Vous êtes lanceuse d'alerte. En 2007-2008, vous étiez en charge des partenariats au sein de la banque UBS lorsqu'éclate une affaire de fraude fiscale impliquant cette banque. Des perquisitions sont alors ordonnées et votre supérieur hiérarchique vous demande de détruire les listings clients d'UBS. Vous refusez d'exécuter cet ordre, vous découvrez rapidement qu'UBS France a mis en place une comptabilité parallèle qui regroupe les pratiques d'évasion fiscale des clients français vers l'offshore, bien sûr. S'ensuit alors un véritable bras de fer entre vous et cette banque qui tente à plusieurs reprises de vous licencier, mais également de vous discréditer. Vous êtes traîné en justice, accusé de diffamation, jusqu'à votre licenciement définitif en 2012. En 2014, vous fondez l'association PILA, la plateforme internationale des lanceurs d'alerte, et vous publiez votre premier livre, La femme qui en savait vraiment trop. En 2015, vous êtes enfin nommé pour le prix Sakharov, aux côtés de deux autres lanceurs d'alerte bien connus, Edward Snowden et Antoine Deltour. En 2017, vous signez un second ouvrage rendant compte de la situation des lanceurs d'alerte dans le monde, la traque des lanceurs d'alerte. Stéphanie, première question. Voilà maintenant 10 ans que cette affaire a éclaté. Vous semblez avoir traversé, il n'y a pas d'autre mot, on peut dire l'enfer. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu? Comment ça s'est passé? Et ce qu'on ressent après une lutte et une violence, que ce soit médiatique ou politique, aussi intense? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Déjà, merci de votre invitation et merci de votre chaleur, parce qu'en fait, on a en permanence très froid, on est confronté à une violence inouïe. Alors pour répondre simplement à votre question, c'est qu'en 2012 et en 2014, j'ai été expertisée par un neuropsychiatre auprès des tribunaux de Paris, puisqu'UBS disait et dit toujours que j'ai inventé une histoire. Une journaliste de France 3 est allée chez UBS la semaine dernière. Le directeur général lui a dit de nouveau « Stéphanie Gibaud invente une histoire, cette femme n'est pas crédible ». Bon, donc ce neuropsychiatre m'avait dit « Mais comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que vous êtes encore en vie après ce que vous avez traversé ?» Vous voyez, c'était en 2012, on pourrait penser que les choses s'améliorent et pas du tout. Lorsque cette affaire éclate, je crois que la direction supprime le poste de votre assistante de l'époque, empêche vos collègues de rester proches de vous fréquenter, de vous côtoyer, Absolument, de parler avec vous. Vous avez déclaré d'ailleurs sur France Info « J'ai été placardisé à un nouveau poste où je devais vérifier que les plantes étaient bien arrosées ». Oui, j'ai dit ça quand j'ai fait ce talk TEDx, pour ceux qui écoutent ces super petites séquences. Oui, c'est-à-dire que j'ai été rétrogradée pour avoir osé parler. Et moi qui avais un métier RP, donc relations publiques, et qui était toujours à l'extérieur de la banque pour représenter la marque, je me suis retrouvée responsable des hôtesses d'accueil au 3e étage, donc où sont accueillis les clients de la banque. Et mon job était de regarder que les plantes vertes et les fleurs étaient bien arrosées et qu'il y avait bien des brochures dans les bureaux. Depuis cette affaire, je crois, vous n'avez pas retrouvé d'emploi. Vous vivez dans une situation qui est plutôt précaire. Lorsque vous vous êtes opposé à UBS en 2008, est-ce que vous pouviez imaginer que cette désobéissance allait vous coûter aussi cher? Absolument pas, parce que la violence que j'ai vécue chez UBS, pour moi, étant donné ce dossier fiscal dont on parlera peut-être après, mais j'allais obligatoirement être réparée en justice.
Oui, parce que vous avez quand même rapporté une fortune à l'État, je suppose. C'est ce que disait l'année dernière Michel Sapin, ministre des Finances. Oui, oui, oui. Et qui a promis plein de choses pour les lanceurs d'alerte, et pour l'instant, rien n'a été mis en œuvre. Surtout la loi qui porte son nom. C'est Ouais. surtout ça qui est la première, oui. Dans Cache Investigation, aux côtés d'Élise Lucet, Michel Sapin était à côté de vous, à 10 reprises, si pas 15. Élise Lucet lui a demandé ce qu'elle allait faire pour vous, non pas pour les lanceurs d'alerte, mais pour vous, personnellement. Il n'a jamais répondu. Non. Non, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune réponse. Et ce que je vais vous dire est d'une violence au moins aussi importante que celle vécue chez UBS, c'est-à-dire que nous avons un ministre des Finances qui a fait passer une loi pour lutter contre la corruption avec un volet lanceur d'alerte. Il y a au moins 3 lanceurs d'alerte dans la salle que je connais. Eh bien, Bercy, donc qui est quand même l'administration où travaillait Michel Sapin, Bercy a envoyé un email à mon avocat et David Koubi dans la salle, disant mais Stéphanie Gibaud n'est pas lanceuse d'alerte, elle a usurpé ce titre, elle n'est juste qu'un témoin que nous avons utilisé dans le dossier. C'est incroyable. Donc, tous les lanceurs d'alerte qui arrivent ou qui vont arriver ne seront pas considérés comme lanceurs d'alerte. Donc, je ne peux que leur souhaiter de ne pas être dans mon cas. Mais... On espère pour eux, mais l'État se sert de vos convictions, de vos engagements, parce que vous mettez en péril votre vie. Si c'était à refaire, si vous saviez tout ce qui allait se passer... Excusez-moi, oui. Si vous laissez la parole aux autres lanceurs d'alerte qui sont dans la salle, ils vous diraient la même chose. Le premier à ne pas respecter la loi, c'est l'État. Bien sûr, oui. Ben oui, mais moi je ne le savais pas il y a 10 ans. Vous voyez, c'est au moins ce que j'ai appris. Oui. Et si c'était à refaire, vous le referiez en sachant tout ce que vous avez traversé? Et ce que vous traversez encore, parce que les conséquences, évidemment, sont j'ai pas cette approche, j'ai pas cette personnalité. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'est moi, je l'ai fait parce que je savais que c'est... Je sais pas, c'est une question de conscience, c'est une question de rapport à soi, mais je ne m'attache pas à ça. Dans votre livre, La traque des lanceurs d'alerte, vous exposez l'expérience de Milgram. Alors, pour présenter rapidement ce qu'est l'expérience de Milgram, c'est cette fameuse expérience psychologique réalisée dans les années 60 qui cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu face aux pressions d'une autorité. On sait qu'une seule petite minorité d'individus désobéit face à des pressions. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que vous avez désobéi là où la majorité, la totalité de vos collègues se sont soumis? J'ai toujours été quelqu'un de différent. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais pas comme les autres. Je pense que cette histoire la démontrait. Voilà, le démontre d'une autre façon. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas comme les autres. Alors c'est un vrai handicap dans le monde du travail, c'est un vrai handicap dans la vie de tous les jours, mais je vis dans un autre monde. Je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce que ça veut dire que votre intégrité était peut-être plus forte que votre corporatisme? Écoutez, la question à se poser, et je pense très fort à quelqu'un qui m'a appris ça en 2014, la question à se poser n'est pas pourquoi est-ce que moi j'ai réagi comme ça, c'est pourquoi tous les autres ont obéi. Voilà. Ça, c'est la vraie question. Ici, chez Awake, nous défendons l'idée que l'intégrité, le corporatisme ne sont pas incompatibles. Les deux peuvent fonctionner. Au contraire, à nos yeux, le refus d'une entreprise à considérer l'intégrité de chacun déstabilise l'équilibre du groupe et finit immanquablement par nuire à l'entreprise. On oblige un individu à agir en opposition à son intégrité personnelle, on le met alors en situation de stress, d'incohérence. De fait, il se sent menacé, dévalorisé et immanquablement, il va adopter un comportement, une posture de désapprobation à l'égard de l'entreprise dont il finit par se désolidariser. En gros, quand l'entreprise nous force à agir au-delà de notre intégrité, elle se tire elle-même une balle dans le pied. Vous pensez quoi de ce concept? Je pense que la première des choses importantes dans une entreprise, c'est sa réputation. La réputation, c'est comme la réputation de quelqu'un, on met des années à la construire et vous voyez, en quelques instants, elle peut être détruite. Moi, je trouve que ces entreprises ont pris toutes les unes les autres le plus mauvais des chemins. Parce que depuis toutes ces années, bien évidemment, financièrement, ce sont les plus fortes. Elles sont défendues par des cabinets d'avocats qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
pour défendre les intérêts des actionnaires et les intérêts de l'entreprise. Mais au final, c'est ce que dit Julian Assange dans la préface du livre, la vérité finit toujours par éclater. Voilà. Bien sûr. Pour revenir sur cette idée, cette compatibilité entre intégrité et corporatisme, est-ce que vous pensez qu'on peut fonctionner avec d'autres systèmes de management ? Absolument. Aujourd'hui, on a affaire à un management par pression. Ce qu'on a vécu, nous, dans les banques il y a 10 ans, on était un peu précurseurs, entre guillemets. Mais vous voyez bien que la violence au travail s'est généralisée. On peut reparler des suicides chez France Télécom, on voit chez SFR ce qui se passe en ce moment, on voit à la Poste, etc. Et allez voir dans les banques aujourd'hui comment les gens travaillent. Ils ont tous des pressions abominables. Les 50 lanceurs d'alerte auxquels j'ai laissé la parole en France, mais aussi ailleurs, parce que je me suis dit peut-être que nous, on est encore une exception qui confirmerait une règle, mais en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, finalement, quelle que soit la loi auquel le citoyen est confronté, celui qui dit la vérité est exécuté. Donc, à qui profite ce crime ? On voit bien qu'on est dans un monde aujourd'hui qui ne va pas dans le sens des citoyens, qui n'est pas là pour servir, qui est là au contraire pour asservir. Vous avez parlé du syndrome de Milgram tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Et ce qui est dingue, c'est que finalement, on soit si peu à se lever. Alors on n'a pas d'autre choix que se rassembler pour défendre nos intérêts citoyens, quel que soit notre âge, notre couleur de peau, notre sexe, notre administration, notre industrie. Nous sommes les citoyens et nous n'avons qu'une planète pour vivre, pour nous nourrir, pour élever nos enfants et pour être à minima heureux le peu de temps où on est ici. Pour revenir sur votre dernier ouvrage, à la fin de chaque chapitre, vous proposez des solutions et des pistes de réflexion. Des préconisations pour faire face à toute défaillance de notre système. En premier, vous appelez les gens d'abord à se fédérer, autour par exemple d'associations citoyennes, à s'échanger les informations et enfin à être solidaires. Notre système, malheureusement, fait tout pour isoler les gens. L'autre est généralement présenté comme une sorte d'ennemi, comme un concurrent duquel il faut se méfier. Alors comment lutter contre cette culture de la peur et de l'individualisme ? Vous voyez bien que tout seul, on ne peut rien faire. Tous les lanceurs d'alerte que j'ai rencontrés ont tous été très isolés. Quand on nous parle du combat de David contre Goliath, qu'est-ce que vous voulez ? Même le dire, c'est absolument rien, puisque personne n'imagine la violence que nous avons subie et que nous subissons professionnellement, judiciairement, financièrement, professionnellement, médicalement parlant. Enfin, c'est à tous les niveaux. Les dommages collatéraux sont extraordinairement violents. Donc tant qu'on reste seul, rien ne peut se passer, on n'a pas d'autre choix que se rassembler. Alors se rassembler, c'est auprès d'associations citoyennes. Tout à l'heure, vous parliez du prix Sakharov, mais j'ai aussi ce prix Anticorps en 2015, donc Anticorps qui lutte contre la corruption. Il y a des tonnes d'associations qui essayent justement, avec leurs petits moyens, de faire en sorte d'être dans un monde un peu meilleur. Des moyens souvent limités. Vous mettez en avant justement le fait qu'il faut soutenir financièrement ces initiatives citoyennes. Soutenir et aussi aider à réfléchir autrement. Et ceux qui aident à réfléchir autrement, ce sont ceux que l'on peut appeler les acteurs du changement, avec des idées qui sont d'une intelligence redoutable. J'en parlais à plusieurs journalistes la semaine dernière. L'une des idées, c'est quand même l'ubérisation sans Uber. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire qui s'enrichit sans créer de richesse. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. Donc on veut remettre du bon sens là où on a perdu toute éthique. Mais absolument. Enfin, c'est une évidence absolue. Et ça recrée à la fois du lien dans les professions, et ça crée de la confiance, et surtout, ça développe localement du business et de la richesse. Donc on peut. Donc... Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur PILA, cette association que vous avez créée justement pour les lanceurs d'alerte ? Ah, ça c'était en 2014. Effectivement, on avait eu cette idée de dire seul on n'y arrivera pas. Il faut absolument se regrouper. Et on s'est retrouvé confronté. C'est là où on voit que l'être humain est pas
est pas facile. Hein. C'est compliqué de fédérer. Il faut beaucoup d'énergie et puis il faut passer surtout au-delà des égos des uns et des autres. Et en fait, malheureusement, ça n'a pas pu, faute de frais de fonctionnement notamment, hein, de fédérer. On a essayé après d'évoluer vers quelque chose qui s'appelait le lobbying citoyen, parce que de toute façon, en tant que citoyens, nous devrions être le premier lobbying à l'Assemblée nationale, au Sénat et à Bruxelles. Regardez le chapitre sur Bruxelles dans mon livre, je pense que vous allez rire. Et le lobbying de la finance, entre autres. Et on a compris que c'est... Comment dire ? La véritable complexité, c'est que les lanceurs d'alerte sont sortis, du milieu du travail, que la justice ne les répare pas, ni financièrement, ni au niveau, quelque part, de leur intégrité, que les lanceurs d'alerte se tournent vers les hommes politiques. On a tous été complètement abandonnés. On vient de faire 2 quinquennats, en tout cas dans l'affaire UBS, avec les paradis fiscaux, c'est fini. Avec notre adversaire, c'est la finance. Et puis Monsieur Sapin, pour terminer. Donc on ne peut pas non plus leur faire confiance, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui on crée des lois qui ne sont pas rétroactives, alors que nos procès sont tous à venir, notamment vous savez, les fameux procès en diffamation, parce qu'UBS a, en ce qui me concerne, porté plainte contre mon premier livre. Et tous les lanceurs d'alerte sont confrontés à ça. Alors je voyais Françoise Nicolas qui est dans la salle, qui elle aussi a une plainte en diffamation pour l'année prochaine. On ne sait plus vers quelle élite, entre guillemets, se tourner, puisque les élites nous disent toutes être impuissantes. C'est une aberration quelconque. Donc c'est à nous de recréer autre chose. Et que donc là, c'est pas tout à fait une association, c'est une entreprise qui se monte. Et les fondateurs ont gentiment signé la postface du livre. Donc, vous voyez, on passe de Julian Assange à des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois des compétences en termes de management, des compétences en termes d'industrie, mais qui ont aussi, éthiques. Voilà, et qui ont aussi les moyens de pouvoir développer quelque chose qui tienne la route. Parce que le problème du milieu associatif, c'est avant tout le fonctionnement au quotidien. Et on parlait des élites, là où justement ces élites ne sont pas à la hauteur. Est-ce que la réponse et la solution, c'est pas le citoyen ? Mais absolument, c'est justement créer un nouveau lobby face à ces lobbies industriels. Le lobby des citoyens. C'est ce qu'on essaye aussi de faire défendre passer nos intérêts. Dans ces soirées Awake, c'est l'objectif. On est en plein là-dedans, le décloisonnement de cette société. Être ensemble, c'est créer du lien. Alors bien sûr, vous parliez de moyens tout à l'heure pour les différentes associations que vous avez lancées. Chez Awake, évidemment, nous aussi, on a besoin de moyens pour nous développer, pour développer des actions, pour développer des projets, pour donner la parole à des personnalités comme vous, pour s'exprimer, pour donner une vraie version des choses. Alors n'hésitez pas, si vous voulez bien sûr plus d'informations sur nos actions, à nous rencontrer à la fin de cette soirée. Stéphanie, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Quand on voit le sort qui est réservé aux lanceurs d'alerte, évidemment ça fait très peur. Que diriez-vous aux gens qui sont là, qui nous écoutent, et même ailleurs, pour les inciter à agir et à prendre cette parole malgré tout ce que ça peut engager ? Je ne sais pas de quel angle je dois répondre. Si c'est côté professionnel, c'est-à-dire découvrir une affaire qui est illégale, illicite, vous voyez bien que nous, ce qui nous a assassinés, parce que c'est le titre de chacun de mes chapitres, ce qui a assassiné les lanceurs d'alerte, c'est le fait d'être associé avec son nom, son visage à une affaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus un homme, on n'est plus une femme, on n'est plus les parents de nos enfants. Avant tout, on est un lanceur d'alerte. Donc vous voyez bien que ce qui protège aujourd'hui le ou les lanceurs d'alerte des Paradise Papers, des Panama Papers, des Football Leaks, de toutes ces affaires, notamment financières, qui sortent les unes après les autres, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. Et que par définition, ces gens-là ne peuvent pas être licenciés, par définition, ils ne peuvent pas avoir de représailles, par définition, ils ne peuvent pas être traînés en justice,
qui est finalement toute la problématique de ce que sont devenues nos vies, avec bien évidemment des problèmes financiers énormes derrière. Donc, quelqu'un qui veut ce qu'on appelle lancer l'alerte, bien évidemment qu'il faut le faire pour un monde justement plus transparent. On a prouvé avec nos dossiers que c'est l'opacité qui crée l'impunité. Le dossier Cahuzac avec les comptes chez UBS, même une histoire comme ça, la réalité dépasse la fiction. Et vous voyez bien que si un ministre en poste est capable de dire à l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, Monsieur le Président, ni près ni loin, mais c'est que derrière, l'impunité est évidente. Et regardez la sanction de la justice. Est-ce qu'on a vu M. Cahuzac avec les menottes? Est-ce qu'on l'a vu partir en garde à vue? Voilà. Donc l'anonymat est la première des protections. Ce sera à refaire aujourd'hui. Quoi donc? Votre engagement, est-ce que vous le referiez? Écoutez, moi, si j'avais l'expérience, si j'avais eu il y a 10 ans l'expérience que j'ai aujourd'hui, ça ne serait forcément pas passé comme ça. La preuve, c'est que moi, j'ai fait confiance à tout le monde. J'ai fait confiance en mon employeur, parce que j'étais certaine qu'il allait me remercier ou me féliciter de ce que je découvrais. J'ai fait confiance en la justice en me disant, elle va surtout condamner les fraudeurs, les corrupteurs, les corrompus, les fraudeurs fiscaux. J'ai fait une erreur monumentale. J'ai fait confiance en Bercy, qui est venu me chercher en me disant, mais Madame Gibault, on a besoin de vous parce que vous êtes chez UBS et vous pouvez nous donner des informations. Bon, ayant affaire à des fonctionnaires assermentés, bien évidemment, j'aurais fait confiance. J'ai fait confiance aussi aux médias. Et puis, à un moment donné, mon nom a fuité. Donc, quid de la protection des sources des journalistes? Il y a un problème dans mon dossier, il y a un problème à tous les niveaux. En connaissant tout ça, quel conseil vous donneriez à des personnes qui veulent, comme vous, s'engager et révéler des affaires scandaleuses? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'ombre, hein, ne serait-ce que Wikileaks, ne serait-ce qu'un certain nombre alors vous les appelez Anonymous, hackers, etc. Ça, c'est la révélation au grand public. Il ne faut pas tout mélanger, en fait. Hein. Il y a à la fois informer les citoyens, et ça, quand elle se fait de manière anonyme, on vient de parler des Paradise Papers, etc., quand on n'a pas le nom des personnes qui sont derrière, c'est la première des protections. Après, il y a tout l'aspect, effectivement, de l'entreprise. Une fois qu'on sait que l'entreprise a fraudé, que l'entreprise vend des médicaments qui ne sont pas bons pour les patients, une fois qu'on sait que l'industrie agroalimentaire, finalement, fait la même chose. Bon, mais comment est-ce qu'elle corrige cette industrie? Est-ce qu'elle est condamnée? Est-ce que ses dirigeants le sont aussi? Ceux qui ont couvert ça dans certaines administrations, parce qu'on se rend quand même compte, avec tous les dossiers que j'ai mis là en exergue, mais aussi, c'était le salon des lanceurs d'alerte à Paris ce week-end, donc j'en ai forcément rencontré qui ne sont pas dans le livre. Mais ils ont aussi chacun alerté les ministères, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, etc., etc. Donc on voit bien que c'est aussi que ces pratiques illicites, illégales, sont aussi couvertes par des administrations, par des fonctionnaires, et que... Donc on ne sait pas sur qui se confier, à qui se confier, oui, et puis que le combat est d'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, la normalité, c'est de frauder, si je veux résumer. C'est-à-dire que ceux qui se lèvent avec éthique et intégrité ont tous été stigmatisés. Je vous répète, la journaliste de France Télévisions la semaine dernière se trouve face au directeur général dans un des bureaux d'UBS qui dit « Mais cette femme ne fait que mentir depuis 10 ans ». Et elle lui dit « Mais pourtant, elle a gagné en justice contre vous en 2010 quand vous aviez porté plainte contre elle. Pourtant, elle a gagné au tribunal des prud'hommes au niveau du harcèlement. Pourtant, vous êtes renvoyé en correctionnel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Pourtant, il y a le cas de feu Madame Bettencourt dans le dossier UBS. Il y a le cas de Monsieur Cahuzac, entre autres. Mais c'est une machine à débiter du mensonge. Alors, c'est peut-être diffamatoire ce que je dis, mais en tout cas, je ne sais pas comment le verbaliser autrement. C'est-à-dire que face à la vérité, il y a cette culture de négation. Rien n'a jamais existé. C'est à nous d'agir. Stéphanie Gibault, la traque des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Merci infiniment.